Bonsoir à tous, bienvenue sur 4 de visite. Elle était annoncée pour devenir la deuxième source de revenus du Bénin à partir de la mise en œuvre des réformes visées aux projections du gouvernement. Cette ambition reste profondément menacée par une succession d'événements. Le coronavirus, on parle maintenant d'une souche plus dangereuse qui affole les nations. Les faits bondissent sur les frontières qu'elle barricade à 1000 tours et les actes d'insécurité avec le Bénin, jusque-là épargnés, mais depuis lors et depuis quelques jours donc touchés en plein fouet. Quelle solution alternative? Comment alors tenir la promesse du développement du tourisme dans ces conditions-là? Le développement du tourisme domestique est-il une option? Nous en parlons donc ce soir sur 4 de visite avec deux invités. D'abord un artiste plasticien, Sébastien Boko. Monsieur Boko, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur mon plateau. Un plaisir. Vous êtes du monde donc le plus touché par les mesures prises pour contrer un peu la pandémie du coronavirus. Vous nous direz tout à l'heure comment est-ce que vous vivez cela depuis 2 ans maintenant. Bienvenue encore une fois sur mon plateau. Merci. En face de vous, docteur Jean Roitinos Aïssi, spécialiste du tourisme domestique. Docteur Aïssi, bonjour, bienvenue sur mon plateau. Bonjour, éminent journaliste. Alors, très rapidement, et comme je le promotais depuis dès le début, une curiosité, Sébastien Boko, comment ça se vit, votre activité, depuis que cette histoire a vraiment commencé? Oui, bonjour Tanguy. Ça se vit, les êtres humains sont arrivés à survivre à certaines choses qui ne les tuent pas, mais parfois les rendent plus forts. Les rendent plus forts dans la mesure où on va au fond de soi pour aller chercher d'autres possibilités. Donc je dirais qu'au début du coronavirus, bien avant, j'avais beaucoup de choses à l'extérieur. Je me souviens en 2020, j'avais un voyage sur Haïti, j'avais pas mal de choses qui étaient alignées. Et dès que la crise a commencé, tous ces promoteurs... en 2010, ça, hein? Vous voulez parler du séisme? 2020. Ah non, d'accord. Non, 2020. Okay. 2020. Coronavirus, ouais. Alors. Le corona commençait en ce moment-là, donc tout ça a été annulé, ce qui a fait que je suis resté au Bénin, j'ai travaillé pendant 2020, toute l'année 2020, sans bouger du Bénin. C'était difficile. C'était difficile et une nouvelle expérience parce que généralement c'est quand on va de l'autre côté, quand on fait des résidences, quand on fait des expos à l'extérieur, qu'on se fait beaucoup d'argent, vu que le tourisme domestique n'est pas très développé, très sollicité par ici. Et dans ce cas-là, on était un peu secoué, on est un peu secoué. Mais là, depuis un moment, j'ai commencé par réfléchir autrement. Parce qu'il faut s'adapter, comme je le disais au début, j'ai commencé par réfléchir autrement. Et je pense que cette difficulté que nous traversons par rapport à la venue du coronavirus ne doit pas durer. Il faut qu'on fasse face et qu'on s'en sorte très bien. Alors on va explorer tout à l'heure, on va examiner ensemble ces solutions ou ces alternatives que vous envisagez justement face à cette difficulté qui s'impose à vous. C'est vrai qu'on parle ce soir du tourisme domestique, un peu comme pour penser à une solution alternative face aux difficultés que le tourisme vit dans sa réalité. Mais est-ce que c'est réaliste d'y songer, docteur Aïssi? Pourquoi pas? Comme vient de le dire monsieur Sébastien, la vie a des hauts et des bas et puis nous sommes à un point culminant du bas, mais cela ne va pas nous empêcher quand même de revenir encore à la surface. Je pense que le gouvernement que nous avons là fait tout et met tout en œuvre quand même pour qu'on rebondisse et qu'on aille encore plus loin. En quoi est-ce que le tourisme domestique est une solution? Le tourisme domestique est une solution. C'est vrai que jusque-là, il n'y a pas encore tous les aspects qu'il faut pour que cela puisse aller de l'avant, mais je pense que petitement, nous allons y arriver. Le gouvernement est déjà en train de mettre les petits plats dans les grands. Le simple fait de ramener 26 œuvres
Je pense que c'est d'abord quelque chose. Ça va booster le tourisme interne avant, oui, voilà, avant peut-être qu'on ne parle du tourisme. Oui, mais Sébastien Bokor vous dira que ce n'est pas la meilleure formule, hein, parce que d'ailleurs, il a dit c'est quand on voyage beaucoup qu'on gagne beaucoup d'argent. Il a dit tout à l'heure. Est-ce que véritablement le tourisme domestique est pour vous une alternative dans le fond? Je pense qu'il faut y songer, vraiment. Je pense que nous sommes 12 millions de Béninois et à peine 100 000 connaissent ce que c'est que le tourisme, ce que c'est que... c'est une idée propre à moi. À peine 100 000 connaissent ce que c'est que le tourisme et la nécessité du tourisme. Il faut aller voir quelque chose à peine. Donc, je pense qu'il faut vraiment y songer. Moi, je me dis, si je vends une œuvre, par exemple, à 500 000 au Bénin, et qu'il y a 100 000 Béninois qui achètent, je vais vivre de mon travail. La question, c'est, comment faut-il faire pour susciter l'envie d'aller vers ce que nous faisons à la population? Parce qu'on ne peut pas nous dire que tous les Béninois sont pauvres. Non. C'est comme partout dans le monde. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des gens qui, dans leur pauvreté, ont envie quand même de dépenser 5 000 pour aller voir des choses, des belles choses. Donc, c'est comment faire pour susciter cette envie à notre population d'aller vers nos tourismes. Parce que... Comment on fait? Les gens ne sont pas habitués à sortir de chez eux, docteur Aïssi. C'est à peine si on envoie les enfants en vacances ailleurs, sinon que ça se passe toujours dans le même milieu. Le monsieur il ne sort de son village que lorsque il y est contraint par je dois dire, les études, soit que bon, il passe en seconde, on n'a pas de second cycle chez lui, bon, et là, il change de localité. Quand c'est dans ce contexte, il grandit sans vraiment une grande notion de l'importance du tourisme domestique. Voilà, nous n'avons pas une culture touristique au Bénin. Tout ça devrait normalement commencer à s'apprendre depuis le primaire. Depuis le primaire, on devait déjà commencer à organiser. C'est l'enseignant? C'est l'enseignant qui fait ça ou qui apprend à l'enfant justement la notion de tourisme? Ça doit être inculqué dans le système éducatif. Je remercie le gouvernement qui, ma foi, a fait introduire HTR. Et même aujourd'hui à l'université, il y a carrément une école d'hôtellerie et de tourisme. Oui. Il faut que ça commence par quelque part. Les efforts sont en train d'être faits. Maintenant, retournons jusqu'encore au primaire. Il faudrait qu'on fasse des excursions. Aujourd'hui, je fais cours pour des étudiants d'hôtellerie et tourisme qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle Parc Pandjari. Je fais cours pour des étudiants qui ne connaissent même pas les circuits touristiques, qui ne connaissent pratiquement rien de Ouida. C'est écœurant. Alors que si on avait déjà une culture touristique, si cela s'apprenait depuis le primaire, si on, enfin comme il le dit, si déjà dès le bas âge, on nous amenait des œuvres et qu'on arrivait à admirer des œuvres, déjà un peu plus tôt, on va commencer réellement même si on ne va pas acheter des œuvres, on va quand même admirer. Le simple fait de commencer à admirer donne au moins une envie. Est-ce qu'on va Donc, faire le procès à l'État ou, c'est pas moi, à la société, le faire un procès par rapport à une habitude qui n'est en réalité pas culturelle, qui n'est pas originelle? Aller visiter un lieu, aller voir des expositions et autres, n'est pas de la culture des Béninois originellement, Sébastien Bokor. Mais on ne va pas demeurer ainsi. Il faut savoir qu'on ne sait pas pour savoir un peu plus. D'abord, nous n'avons pas cette culture, mais aujourd'hui, si déjà il y a des personnes qui nous regardent et qui écoutent ce que nous disons, c'est le moment de se lever et dire, mais il raconte quoi, je vais aller voir quoi et où. Il faut pousser un peu sa curiosité. Et dans une famille, tous les parents doivent faire ce travail-là. Il ne faut pas seulement attendre que le gouvernement nous organise tout. Il faut qu'on arrive à sortir de ce confort qui n'est plus d'actualité en fait. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on pousse un peu plus la curiosité des enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont différents. Nos enfants veulent voir des choses et ils posent beaucoup de questions. Ce n'est plus comme avant où nous n'avons rien à dire. On nous dit reste là et tu restes là. Aujourd'hui, tu dis à ton enfant reste là, il va te demander mais pourquoi? Et si tu lui dis voilà, il faut qu'on aille à une exposition, il sera content d'y aller. D'abord, il faut commencer. Il ne faut pas
juste dire qu'il faut commencer par le bas âge. Je crois qu'il faut d'abord que les parents même prennent conscience de ce qu'est la culture du tourisme. Cotisez de l'argent et prenez 3-4 semaines ou 1 mois et mettez quelques sous de côté et sortez. Mais il y a un problème aussi de l'offre qui se pose. Moi, j'ai quelques amis qui disent, ben, écoutez, quand vous leur proposez d'aller voir dans un musée, ils vous disent, mais c'est les mêmes objets. On ne va pas regarder ça pendant l'éternité, les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'offre, en fait? Et c'est la faute à vous qui encadrez. On n'a pas l'impression que vous formez des gens pour renouveler l'offre, pour créer l'offre, pour innover, mais plutôt pour exploiter ce qui est là et qui est peut-être vétuste et caduque. On ne va pas tout le temps se dire peut-être que ce qui est là est vétuste et caduque. Non, pas tout le temps. Je prends... permettez à ce que je le dise comme ça, les 26 œuvres qu'on a ramenées, même si on ne les ramenait pas... D'ici 10 ans, on sera habitué à ça. Oui, même si on ne les ramenait pas. Ça fait... depuis que c'est en France, les gens continuent toujours de les visiter. C'est quelque part, les gens les visitaient. C'est juste cette culture qu'on n'a pas. Moi, je peux dire que j'ai fait déjà le circuit touristique de Ouidah, je l'ai fait plusieurs fois. Et vous n'êtes pas fatigué? Je ne suis pas fatigué. Vous n'êtes pas ennuyé, vous n'êtes pas embêté. On va vous prendre les sous chaque année pour les mêmes choses. Non, mais au-delà, il n'y a pas que Ouidah. Il y a aussi ailleurs. Depuis peu, on a commencé à parler de Gogo Tinkmon. Mais je dois y aller. J'ai encadré un mémoire sur ça, mais ça me donne envie d'y aller. Et déjà, dans mes programmes, je sais que je dois y aller avec toute ma famille pour ces congés-ci. Mais c'est comme ça. Par exemple, par le passé, je ne connaissais pas Gogo Tinkmon, mais il a suffi que j'encadre un mémoire, il a suffi que quelqu'un travaille sur ça et que je me dise waouh. Enfin, c'est écotouristique, il faut qu'on y aille. Et puis quand on dit les objets sont vétustes et tout, non, les palais royaux, ça va toujours demeurer comme ça. Et les vestiges qu'il y a dans les palais, ça va demeurer comme ça. À nous maintenant d'inculquer, comme il est en train de le dire, que ça soit au bas niveau. Ça ne revient pas qu'au gouvernement de faire cette promotion. Ça revient à tout le monde. On doit avoir une culture touristique. Il faudrait quand même qu'on quitte un milieu A pour un milieu B pour aller découvrir quelque chose, pour aller voir quelque chose, même si c'est pour y passer du temps et pour notre plaisir. Il le faut. C'est cette culture qu'on n'avait pas. Il faut quand même que maintenant, là, qu'on intègre ça dans nos mœurs. Ça fait beaucoup de il faut. On commence comment? On fait comment? Mais on a commencé petitement. Avec la route des esclaves qui est en train d'être réaménagée. Oui, d'être réaménagée. Avec les palais royaux aujourd'hui qui sont en train d'être réaménagés. Et je pense que le gouvernement est déjà en train de faire un pas. Ça, c'est l'offre. Oui. Mais l'habitude, l'acceptation sociale de faire du tourisme, ça nécessite un travail de longue haleine, Sébastien Mokor. Moi, je me base sur la volonté. Il faut que nous ayons la volonté de pousser un peu plus de curiosité. De ne pas rester dans ce confort que je dis. On a fini avec ça. Les parents qui sont à la maison pendant toute l'année et qui ne sortent jamais avec leur famille, leurs enfants, c'est dommage. Imaginez que moi, j'ai connu Gambier quand j'ai 30 ans. Je suis resté au Bénin pendant 30 ans, mais je ne suis jamais allé à Gambier. Et le jour que j'y étais, j'étais presque en colère contre moi-même. Et quoi encore, c'est un ami qui m'a amené, qui me dit « Sébastien, viens, on va faire un tour rapidement ». Et j'étais là-bas, j'ai regardé. C'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas cette culture. Et aujourd'hui, le simple fait que tu nous invites autour de ce plateau pour en discuter, c'est déjà énorme. Il faut que ceux qui écoutent savent qu'on a fini avec les idées de « j'ai pas d'argent ». Oui, il faut bien avoir un budget, justement. Il faut cotiser pour. Il faut avoir réglé. Il faut cotiser pour. Il faut avoir réglé des problèmes fondamentaux comme bien manger, bien s'habiller et envoyer son enfant à l'école avant de songer à l'amener à Gambier, Sébastien Mokor. Non, je pense que nous n'avons plus le choix maintenant. Nous n'avons plus le choix. Autrement, c'est quelqu'un d'autre qui viendra nous conter notre histoire. Et on ne saura rien de notre histoire, de notre environnement, de notre pays.
Et c'est quelqu'un que tu vas rencontrer dans un autre pays quand tu auras fini à satisfaire tes besoins fondamentaux et qu'un jour tu as l'occasion de voyager peut-être parce que tu es un grand homme qui ne connaît rien de son pays, qui connaît que le papier, qui voyage à l'extérieur et que tu rencontres quelqu'un qui a fait le tour et qui va te raconter l'histoire de ces endroits-là et là tu auras honte. Et je pense aussi qu'il faut obligatoirement, vraiment que les parents changent d'habitude, que nous changeons d'habitude. Allez, très rapidement, on va marquer une pause. On va voir un élément témoin qu'on a réalisé sur une localité dans le nord Bénin, juste après les actes d'insécurité qui sont intervenus il y a quelques jours. On est allé voir un peu comment est-ce que la population vit avec justement cette nouvelle réalité de l'insécurité. On va suivre. C'est ici à Tandjani, un campement situé à environ 7 km de Porga Centre, dans la commune de Materi, au nord Bénin, que les premiers tirs nourris des groupes djihadistes sur les positions de l'armée béninoise ont été entendus dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021. 72 heures après cette attaque meurtrière qui a fait plusieurs morts et des blessés dans les deux camps, sur le terrain, c'est la quiétude totale avec une forte présence militaire, mais les populations sont encore sous le choc. Les tirs ont commencé à partir de minuit. On était déjà dans les chambres, on dormait déjà. Et ce sont des tirs là qui nous ont réveillés. Donc c'était au milieu de Kualo et Tandjani, dans le village que je suis. Donc on a paniqué, sinon on n'a pas pu sortir. On est toujours resté dans les chambres. Et ce n'est que le lendemain, et on a appris que c'est les djihadistes qui sont venus attaquer nos frères militaires qui étaient juste au bord du fleuve, non loin de Kualo. Jusqu'aujourd'hui, on ne doit pas ni manger parce qu'on a peur. Toujours, on ne sait pas si c'est fini, la guerre est finie ou bien ça vient de commencer. Théâtre des affrontements entre les groupes djihadistes et les forces de sécurité et de défense béninoises, Tandjani et ses 500 âmes ont traversé pour la première fois une nuit blanche. Très préoccupée par la situation, l'autorité communale est descendue sur les lieux pour assurer les populations riveraines qui ont été affectées par cet événement malheureux. Nous sommes venus au nom de l'État pour en même temps échanger avec la population, pour dire que les forces de défense sont disposées à les défendre. Mais nous avons en face un ennemi qui n'a rien à gagner que de détruire. Hormis les dispositions sécuritaires prises par l'État béninois pour garantir la sécurité et éviter d'éventuels représailles des groupes djihadistes sur les populations, le maire Robert Wembo Kassa a demandé à ses administrés de se déplacer vers Porga Centre. Donc nous demandons à cette population qui est coupée du village de Porga où la sécurité est déjà rassurée, nous leur demandons de replier sur cette zone. C'est une population de près de 500 habitants. Donc au même moment, nous savons ceux qui vivaient chez eux, un matin qu'on leur demande vraiment sauver les vies, oui, mais nous avons besoin d'avoir un accompagnement pour assurer l'évacuation et aussi créer les conditions minimales pour leur intégration à l'intérieur de Porga où il y avait déjà des difficultés de survie. À peine le message de l'autorité communale passé que déjà certaines populations plient bagage. Si le maire demandait de quitter, on peut quitter parce que c'est lui qui sait à cause de... Il a vu quoi, nous disait que de quitter. Et si le maire a eu l'idée de penser à nos déplacements, c'est pour notre sécurité. Voilà que nous vivons encore un mois où les récoltes ne sont pas finies. Si aujourd'hui on quitte, qu'est-ce qu'on va manger? Tout ce qu'on a eu à faire, des dettes par-ci, par-là, comment on pourra les rembourser? Tout ça, ça fait plus peur.
À Porga Centre, tout comme à Tangueta, l'homme vaque librement à ses occupations quotidiennes, la peur au ventre. Tout Tangueta était découragé. Parce qu'un peu partout où on parle à Tangueta, c'est de ça qu'on parle. Et nous, nos camions vont au Burkina, on voit ce qui se passe là-bas. Par exemple, prenons le cas de Burkina. Si vous allez aujourd'hui à Nadiago, il n'y a plus de population. Chaque fois que égorger les hommes, ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut même pas dire les djihadistes, on dit les aladji. On a peur de prendre la voie là. Moi, je m'en vais vers Gondé, je ne vais pas vers Porga. J'ai peur d'aller là-bas. J'ai peur des djihadistes. Je ne vais pas me créer des problèmes, ça fait ça, je ne vais pas aller là-bas. Si certains sont toujours animés par la peur, chez d'autres, par contre, c'est la sérénité totale. Bon, en fait, c'est le lendemain, nous, on a su que quelque chose s'est passé vers Porga et on a vaqué à nos préoccupations. Il n'y a pas de problème ici à Tangueta. On n'a pas eu peur. Nous, on est ici à Tangueta. Tout se passe très bien. Sur le terrain, les forces de l'ordre et de défense ont la situation en main. Elles patrouillent de jour comme de nuit pour contrer d'éventuelles attaques djihadistes. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme vous l'aviez bien suivi, il y a une sorte de psychose que vivent les populations là-bas. Et vous pensez que fondamentalement, pour trouver une solution à la paralysie qu'impose à la fois l'insécurité et puis le coronavirus, que vous pensez au tourisme domestique? Docteur ici, mais même le tourisme domestique est victime de ces éléments-là dont on parle. On n'est pas sorti de l'auberge, non? On ne sortira jamais de l'auberge. Pratiquement aujourd'hui, tous les pays sont confrontés à la même réalité. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus. Peut-être que demain, ce serait autre chose. Aujourd'hui, nous parlons d'insécurité, d'attentats dans différents pays. Peut-être que ça va encore plus s'accentuer, puisque déjà, les djihadistes sont en train de nous lorgner, faut-il voilà, le dire. donc, est-ce que c'est cela qui va nous empêcher quand même de faire le nécessaire? Je ne pense pas. Oui, mais il faut préserver nos vies. Comment est-ce que nous apprendrons à vivre avec ces réalités-là qui sont, il faut le dire, dangereuses? Le corona tue et les actes d'insécurité encore plus rapidement. Voilà. Surtout, c'est vrai, on doit avoir peur des djihadistes, mais je pense que nos frontières, c'est d'abord à partir de nos frontières qui sont, il faut l'avouer, poreuses. Mais je pense qu'il y a la sécurité qui est en train d'être installée quand même pour préserver la vie des Béninois. Si déjà on peut compter sur l'armée béninoise pour réellement parer à cette éventualité, je pense que le corona, qu'on le veuille ou pas, on va vivre avec. On va vivre avec, ce serait une maladie. Sébastien Boko, comment se fait la réadaptation? Je pense que l'humanité est en train de vivre quelque chose une sorte d'apprentissage pour se reconnecter vraiment à lui-même. Parce que je me souviens quand j'avais 15 ans, les attentats, on attendait en Afghanistan et on disait que c'est loin, que ça ne va pas venir. Mais puis à Mogadiscio, puis mais on à oublie puis au que Burkina. nous sommes sur un seul terrain, une seule parcelle. L'humanité, pour moi, c'est une petite parcelle que nous partageons ensemble. On est connectés à toutes les réalités. Le coronavirus a commencé en Chine et on se disait que c'est pour eux là-bas. Petit à petit, ça s'est rapproché jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie de notre réalité. Mais ça n'a jamais arrêté quoi que ce soit. Ça a ralenti, mais ça n'a jamais arrêté. Alors comment vous réadaptez-vous à votre niveau? Comment je me réadapte? Je pense que c'est instinctif en quelque sorte. Quand on est contraint de ne pas faire certaines choses, on fait autre chose pour s'adapter. Qu'est-ce que je fais? Je continue toujours de travailler dans mon atelier. J'ai voyagé deux fois depuis que ça a commencé et j'ai organisé une exposition ici au Bénin, 2 expositions,
Et j'ai été surpris de voir que ici aussi, on peut faire du business. On peut vivre très bien de ça. La seule chose, c'est de continuer à faire ce qu'on fait et très bien. D'organiser ce qu'on veut et de l'organiser très bien. C'est-à-dire, si nous voulons avoir une sécurité de vie, de vivre et de s'adapter à ces réalités-là, il faudrait que, si le gouvernement a un rôle à jouer, il joue. Mais ensemble avec la population, c'est-à-dire que tout le monde doit se sentir concerné et tout le monde doit jouer sa partition à son niveau. Quel que soit, ça peut être une petite chose que tu auras à faire, il faudrait le faire. Si on te dit de te protéger, de mettre ton cache-nez, de te laver les mains, tu le fais. Ça veut dire que tu es conscient de la réalité et que tu fais quelque chose pour ne pas aggraver la situation. Donc je pense que rien ne va s'arrêter, tout va continuer. Et c'est la réalité de notre monde actuel. Il y a des métiers qui sont, doit-on dire, des métiers de foule. Un artiste chanteur qui a besoin de faire des concerts, etc. Il ne peut pas parce que le nombre de personnes à rassembler, c'est vraiment limité. Comment est-ce qu'il se réadapte? Il faut l'avouer, la réadaptation à ce niveau est difficile. Quand je prends, permettez cette comparaison, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, par exemple, on a demandé aux footballeurs de jouer. Mais il y a du monde. Mais pourquoi ne pas aussi peut-être permettre aux artistes d'aller aussi faire les concerts? Le taux de vaccination ailleurs où le foot se joue n'est pas la même chose. Hein? Non, je dis au Bénin. Et maintenant, il faut aussi, c'est un peu comme tous ceux qui étaient en train d'hésiter. Moi, j'ai mon passe vaccinal, il faudrait quand même que tout le monde puisse l'avoir. On dit, bon, qu'il y a concert, mais ni entre que ceux qui n'ont que le passe vaccinal. C'est fini. Ce qui est sûr, il faut quand même qu'on se réadapte. On n'a pas autre choix. Le corona, c'est déjà dans nos habitudes. On va vivre avec. On ne peut pas faire autrement. Donc, si on peut peut-être tout conditionner avec le pass, tout le monde sera obligé d'avoir son pass. Et comme ça, ça va quand même permettre aussi aux artistes peut-être de vivre pleinement de leurs œuvres. Donc, voilà ce que je peux dire. Daniel Lindroit, comment est-ce que vous entrevoyez justement la fin de cette chose, même si Sébastien Boko pense que ce n'est pas évident qu'on ait une fin très prochainement, mais il faut bien que ça change un jour. Oui, la fin est devenue un rêve que nous portons tous et qui peut-être va se réaliser. Mais il faut voir l'évidence. L'évidence, c'est que c'est des choses qui ont commencé loin et qui se sont rapprochées de nous. Et travaillons pour la réalisation de nos rêves. Notre rêve de voir ce monde meilleur, notre rêve. Mais je pense également que c'est déjà trop d'événements pour ce monde-là. Ce monde peut être en train de se connecter à d'autres choses où l'être humain va changer et devenir autre chose. Parce que il y a énormément de choses et parfois c'est difficile à notre cervelle de garder et de s'adapter aussi rapidement. Mais je pense qu'il faudrait. Docteur ici je pense qu'on peut y arriver. On n'a qu'à commencer au moins par l'intercommunalité. Aujourd'hui, chaque commune vit carrément en autarcie. Pour dire, bon, que quand je prends Abomey pense juste que les palais royaux, c'est juste pour Abomey et tout. Je pense que... jamais pensé que c'est pour Abomey. Peut-être qu'ils n'ont pas travaillé à... Voilà, on n'a pas travaillé à s'ouvrir aux autres. Il faudrait qu'il y ait l'intercommunalité. Et puis, tel que je suis en train de le dire, l'intercommunalité, nous allons développer les circuits touristiques parce que jusque-là, c'est inexistant. Ça permettra aussi aux artistes de pouvoir aussi en bénéficier. Puisque dès qu'il y a au moins cette intercommunalité, ça permettra aussi aux artistes de pouvoir faire leurs expositions. Ça ne peut plus s'ouvrir juste à une seule commune, ça s'ouvre plutôt peut-être à tout un département. Le virus nous dit de circuler moins. Alors comment on fait? C'est vrai qu'on rêve de faire voyager nos enfants, de les amener peut-être voir les sites touristiques, etc. Mais si le virus dit qu'il ne faut pas bouger, comment on fait? Le virus ne nous dit pas de ne pas bouger. C'est l'être humain qui dit, à cause du virus, il ne faut pas bouger. Ben voilà, et si l'être humain voit qu'avec des mesures, on peut bouger, on pourra bouger. On peut prendre ces mesures et bouger. Oui, docteur ici. Oui, voilà. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir
de respecter les gestes barrières. Si on arrive à respecter les gestes barrières, si on arrive à se faire vacciner, on a notre passe, on peut bouger. On ne nous interdit pas de bouger, mais on nous demande de bouger avec des conditions. Essayons de respecter ces conditions et on pourra bouger. Donc voilà de quoi il est question. Merci beaucoup, cher monsieur, d'être venu sur mon plateau. Rapidement, un mot pour conclure, Sébastien Moko. Merci à toi de m'inviter. Dans la mesure où aujourd'hui nous parlons de tourisme domestique, j'organise quelque chose. J'organise des journées portes ouvertes de mon studio. Ça commence le 10 et ça finit le 19 décembre. Donc, si vous avez envie... Si vous avez envie de voir, on a une carte d'invitation. Tous ceux qui montent en ce moment sont invités. Il n'y a pas de souci, vous pouvez passer voir et changer d'habitude. Ce sera un plaisir. Oui, docteur Haïssi. Ok. Avant de vous remercier, je dirais, Baden-Powell a toujours dit il y aura forcément des confrontations pour cette vie, mais chaque être humain a droit de se transcender quand même pour y arriver. Nous voulons tous d'un monde meilleur. Nous pouvons y arriver si effectivement nous nous donnons les moyens d'y arriver. Donc essayons quand même de nous donner les moyens d'y arriver et nous allons atteindre notre objectif. Donc, Docteur Jean, à cela, je vous dis merci. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir. Docteur Jean Roitinos Haïssi, spécialiste du tourisme domestique, merci d'être venu. Sébastien Moko, artiste plasticien, merci. D'être venu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée. À samedi prochain.